Bonjour à tous. Effectivement, on va parler un peu de notation sécurité. Je pense que si on avait noté la dette financière, on ne serait pas forcément là. Merci de nous accueillir. Tout d'abord, je pense que c'est peut-être un sujet qui commence à avoir un peu d'écho chez certains d'entre vous, la notation cyber, sachant qu'il y a pas mal d'acteurs sur le marché qui sont plutôt américains. Quand je dis plutôt, ils sont exclusivement américains. Et avec deux associés, donc François Graciolet qui est également ici, et Charles Domal, on a créé il y a quelques temps une société qui s'appelle C-Rating et qui a pour objectif effectivement de faire de la notation en cybersécurité et dont on va parler aujourd'hui. Pour ma part, donc, je suis Christophe Tarnat, je suis le CTO de C-Rating, je suis l'ancien responsable des activités de sécurité offensive et de réponse sur incident chez Thales. Je pense que tout le monde connaît à peu près Thales. J'étais dans l'activité conseil en sécurité et on aidait nos clients pour les aider à répondre à leurs incidents de sécurité et notamment les gros incidents qui ont pu avoir eu écho pour certains dans la presse ces dernières années où il y a des milliers de PC, des milliers de serveurs qui se font pirater et qui exfiltrent des données quotidiennement. Voilà, ce que je vous propose aujourd'hui comme agenda, c'est d'abord de nous présenter, de savoir qui on est, pourquoi la notation en cybersécurité, comment ça marche, comment on peut l'utiliser, et puis on finira avec quelques slides de conclusion. Ça peut être interactif, hein, vous pouvez poser des questions, il n'y a pas de problème. Donc pour commencer, qui sommes-nous? Alors on est une agence de notation, on fabrique des notes. C'est le premier point essentiel, donc ça marche à peu près de la même manière qu'une agence de notation financière. Sauf qu'au lieu de noter la dette des entreprises, on note la cybersécurité des entreprises. Donc on construit des notes. Un point également qui nous semble très important et qui est l'une de nos fondations, c'est de pouvoir de comparer les organisations les unes par rapport aux autres en matière de cybersécurité, ce qui est quelque chose qui manque un peu dans le paysage. Tout le monde fait des audits, tout le monde fait des tests d'intrusion, tout le monde fait des process de certification ISO ou autres, et on a quand même du mal à se comparer les uns par rapport aux autres. Pourtant, quand on va voir des dirigeants d'entreprise, l'une des premières questions qu'ils ont, c'est comment font nos voisins, comment font nos concurrents sur ces sujets-là. Donc on a une activité également sur justement la construction de ces comparables pour apporter cette vision. Et puis le dernier point, c'est de se positionner l'organisation qu'on note dans son industrie. Voilà. Et donc, on note quoi? On note des organisations qui peuvent être n'importe qui. Ça peut être des entreprises du CAC 40, ça peut être des administrations, ça peut être des ministères, des collectivités locales, etc., etc. Des organisations qui peuvent être des entités de groupe. Quand on prend un groupe du CAC 40, il y a plusieurs entités, donc chacune peut avoir sa note. Donc on note aussi des entités qui appartiennent à des groupes. Et puis chacune de ces organisations, à part peut-être les organisations étatiques, sont les fournisseurs les unes des autres. Donc on note aussi des fournisseurs. Donc en fait, on est un peu au centre de tout ça et on est le tiers de confiance sur ces aspects de notation, sachant que, comme je vous le disais en introduction, sur ce marché, les acteurs sont exclusivement américains. Il y en a 4 ou 5 qui commencent à arriver en Europe. Nous, on a créé cette société et jusqu'à présent, on n'a pas identifié de concurrents en Europe ou en Asie. Donc, on est dans les pionniers. On se base sur un objectif, sur une notation qu'on a appelée objective, dans le sens où on veut noter tout le monde de la même manière. Alors, c'est bien pour se comparer. On verra par la suite. Il y a quand même quelques des éléments qui peuvent être remis en cause, dans le sens où faut que les données sur lesquelles on se base puissent être disponibles pour toutes les sociétés. Ce serait bien, intellectuellement parlant, quand on parle de notation de cyber, d'adresser certains sujets en particulier. Maintenant, si c'est disponible que pour une seule entreprise, c'est un peu difficile de pouvoir comparer après, de pouvoir la comparer par rapport aux autres. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a créé cette société à 3. On a tous entre 15 et 20 ans d'expérience en cybersécurité, donc on connaît assez bien ce marché, que ce soit en France, en Europe, voire à travers le monde. Alors, quelques éléments clés pour commencer. Aujourd'hui, on a déjà noté 1500 sociétés. On a 21 secteurs d'activité dans lesquels on range ces 1500 sociétés.
Et donc, on peut faire des comparaisons sur ces 21 secteurs d'activité. On se base sur deux catégories de métriques, avec un ensemble qui représente aujourd'hui un peu plus de 40 métriques. Et on a lancé notre version d'expérimentation en fin d'année dernière, et on a aujourd'hui 150 utilisateurs actifs sur notre plateforme, ce qui est assez considérable pour ce genre de business pour le moment. Quelques éléments clés également sur la notation. Donc on note entre 0 et 100 les entreprises, leur cybersécurité. Là, sur les 1500 sociétés qu'on a notées, la meilleure note qu'on ait pu attribuer, c'est 88 sur 100. Donc on voit qu'il y a encore une certaine marge de progrès. Et puis on a quelques éléments sur la médiane et la moyenne, qui se situent aux alentours de 70. Donc, il y a encore des choses à faire, mais déjà le niveau est quand même pas si mauvais que ça. Pourquoi on parle de notation cyber? J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle de notation cyber, ça me ramène à une époque où j'étais à l'école, ça tombe bien, c'est peut-être le cadre, où on se faisait noter quand on était à l'école par nos professeurs. On disait, bah voilà, vous avez acquis telle ou telle compétence ou vous ne les avez pas acquises. Bah, c'est un peu la même chose sur la notation de cybersécurité. Maintenant, on est tous à peu près experts du sujet. C'est assez facile de devenir expert, d'avoir une certification X ou Y. Et bon, normalement, ça commence à devenir un sujet commun à tout le monde. C'est ce qu'on peut croire, en tout cas. Maintenant, c'est comme ça que nous, on voit notre cybersécurité. Je pense que tout le monde, chacun dans la salle, pense que sa cybersécurité est vachement bien. On a déployé plein de produits super cool, avec des features super cool. On a des IOC qui viennent du monde entier. On fait des recherches à travers la planète. On a des sondes de détection d'intrusion, etc., etc. Et quand je dis ça, c'est un peu la même image qu'on donne aux personnes qui nous écoutent quand on parle de notre cybersécurité. C'est-à-dire qu'on utilise ce vocabulaire, on utilise ce langage qui est vachement simple pour nous, on baigne dedans toute la journée, qui est hyper complexe à comprendre pour quelqu'un qui ne baigne pas dedans. Donc quand vous allez voir par exemple un directeur des opérations ou un patron d'une entreprise, vous parliez d'Europe, d'APT ou autre, il va vous regarder avec des gros yeux, il va faire oui, oui, parce qu'il est bien poli, mais il ne va pas vraiment comprendre grand-chose à ce que vous racontez. Ça, c'est un peu la perception qu'on peut avoir de la sécurité chez les autres. C'est généralement, quand on discute entre nous, on se dit « Ah tiens, on a fait l'acquisition de FireEye, c'est vachement bien, on va pouvoir détecter plein de choses » ou « Tiens, j'ai mis en œuvre la dernière version du firewall de Palo Alto, etc. etc. » Donc on est plutôt à se comparer les uns par rapport aux autres sur les technologies qu'on met en place, plutôt que sur quelque chose d'un peu plus factuel, en tout cas en matière de cybersécurité. Alors je sais pas, je vois-t-il qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la sécurité dans les entreprises qui peuvent se comparer par la mise en place de telle ou telle technologie. Ça, c'est la vision que nos boards peuvent avoir de la cybersécurité. Je ne sais pas si on prend 2 secondes du recul et qu'on analyse quelles sont les informations qu'on remonte à notre hiérarchie. On remonte des rapports d'audit, on remonte des rapports de tests d'intrusion, on remonte des rapports de vulnérabilité, on remonte de temps en temps des plans de rémédiation, avec dans l'exécution certainement beaucoup de retard. Donc ça leur fait peur. Et comme je le disais tout à l'heure, non seulement on remonte des choses qui ne sont pas forcément très positives, mais en plus on utilise un vocabulaire qui est assez inabordable pour eux. Donc ça leur fait un petit peu peur, surtout quand ils voient la presse et les différents articles qui peuvent faire suite à l'actualité. Et puis des fois, ils voient ça. Ce qu'ils peuvent... Enfin, ils voient le résultat finalement. Quand on est patron d'une société et qu'on subit une cyberattaque, des fois on ne comprend pas vraiment pourquoi, parce que ça fait quelques années quand même que ces sujets sont adressés et ils se sentent en confiance par rapport aux personnes qu'ils ont en face d'eux. Et le jour où il y a un incident qui arrive, ils ne comprennent pas vraiment. Alors, après cette petite introduction, on va rentrer un peu plus dans le détail.
pour voir comment ça marche. Alors, qu'est-ce que nous faisons quand nous réalisons une notation en matière de cybersécurité? Déjà, premier point, qui est un peu indépendant de notre volonté, mais c'est le marché qui s'est lancé comme ça, on note tout le monde à l'insu de leur plein gré. D'un point de vue mécanique, méthodologique, c'est-à-dire qu'on a peu d'interaction avec les sociétés que l'on note. On ne les appelle pas en leur demandant bonjour, nous allons noter votre société, veuillez nous fournir telle et telle information, voici le questionnaire, etc. Non. On note ces sociétés sans même leur poser la question. Et comme je disais, c'est un peu on a un peu suivi ce mouvement qui a été lancé par les agences de notation américaines, avec le principe derrière qui est le suivant: on veut pouvoir se comparer les uns par rapport aux autres. Donc effectivement, si on commence à demander à tout le monde est-ce qu'ils veulent être notés, déjà ça va prendre un certain temps, et d'autre part, avant d'avoir des comparables pour se comparer aux autres, si demain, je ne sais pas, moi par exemple, Société Générale veut sa note, et qu'elle veut pouvoir se comparer à BNP Paribas ou au Crédit Mutuel ou à BPCE, il faut que toutes ces sociétés aient leur note pour pouvoir se comparer les unes par rapport aux autres. Donc c'est le premier point. On note les sociétés, les organisations a priori et sur la même base. C'est-à-dire qu'on réalise les mêmes contrôles, on réalise ces contrôles sur le même périmètre et on peut comparer les unes par rapport aux autres. Pour faire ça, on utilise des informations qui sont disponibles à peu près publiquement, à peu près toutes publiquement. On le verra par la suite. On a une première catégorie qui est représentée ici, qui se base sur des faits, qu'on appelle les facts, ouais. Voilà, et qui est issue d'échanges gentils. On ne fait pas de test d'intrusion, on ne fait pas de test de vulnérabilité, on ne fait pas de scan de port. Donc on discute gentiment avec les ressources des sociétés qu'on note, des organisations qu'on note. On va aller regarder leur site internet, on va aller interroger leur serveur DNS, on va faire quelques échanges avec leur serveur de mail, etc., etc. Comme pourrait le faire un utilisateur un peu averti, certes, mais qui reste dans le cadre normal d'utilisation de ces ressources. Et puis on a une deuxième catégorie qu'on a appelée Events, qui est un peu différente de la première, dans le sens où on ne discute pas avec les ressources des sociétés ou des organisations qu'on note, on discute avec le reste des acteurs d'Internet, et on essaie de déterminer un peu quelle est la réputation des ressources des sociétés qu'on note. Est-ce qu'elles concourent à la propagation de spam? Est-ce qu'elles hébergent des malwares? Est-ce qu'elles communiquent avec des botnets? Je pense que c'est des choses que vous connaissez. Voilà. Notre processus est automatique et continu. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce qu'on fait pour noter OVH dans ces conditions? La question, c'est plutôt comment on fait la distinction entre OVH et les clients d'OVH. C'est plutôt ça. Aujourd'hui, on se base principalement sur les noms de domaine, enfin, cette distinction-là. Sachant que quand on est client d'OVH, on a certainement son propre nom de domaine pour avoir sa propre marque. Et par contre, tout ce qui est infrastructure commune disponible par OVH, on le considère comme appartenant à OVH. Une question, si on peut dire un peu sur cette question, c'est comment vous faites pour toutes les entreprises aujourd'hui qui migrent massivement dans le cloud et qui ont quasiment plus rien. En dehors du SI interne, je n'avais pas du tout accès, donc il faut plus visibilité là-dessus. J'ai mon site vitrine qui est hébergé quelque part à une certaine importance, j'ai les 165, j'ai les services et les API sur Internet que vous ne voyez pas. Et en fait, c'est un peu la même réponse, c'est-à-dire qu'on se base sur finalement un peu la marque de l'entreprise. Et la marque de l'entreprise sur Internet est plutôt représentée par des noms de domaine. Donc on se base plutôt sur ces noms de domaine-là, plutôt que, je ne sais pas, si j'externalise un de mes sites Internet chez un hébergeur quelconque, ça reste mon site Internet et pour y accéder, il y a mon nom de domaine. Si j'externalise ma messagerie chez Office 365, il y a quand même mon nom de domaine. Voilà, c'est un peu le marqueur clé discriminant de nos éléments. Voilà l'idée un peu de tout ça. Il y a une première phase où effectivement, comme on vient de le dire, c'est un peu la prise d'empreinte des éléments, des ressources
appartenant à l'organisation qu'on note et qu'on peut voir et communiquer avec elle. Il y a une deuxième phase où on va récolter toutes ces informations dont je parlais tout à l'heure et où on va venir les comparer par rapport aux bonnes pratiques. Prendre un cas assez simple. On prend le champ SPF dans un serveur DNS, on va chercher le champ SPF, on regarde s'il existe, on regarde s'il est valide et on regarde s'il est intelligemment fait pour protéger un minimum par rapport aux bonnes pratiques. Et puis par derrière, on va appliquer une note à cette comparaison finalement. Et typiquement, imaginons que quelqu'un est externalisé chez Yahoo. Alors chez c'est totalement improbable, mais pour l'exemple ça ira bien. Yahoo faisant n'importe quoi avec ses serveurs de mail, du coup, entre autres avec les serveurs de mail, ou imposant de nouvelles normes de sécurité, entre guillemets, puisque des spams ou des marques, SPF, etc., c'est là. Comment vous gérez ça? Puisque là vous avez un acteur majeur, admettons, qui génère pas mal de trafic international sur le mail. C'est quoi le standard finalement? Après, il n'y en a pas du standard. Oui, enfin, le mail, il n'y a pas de standard. Enfin, on pourrait penser qu'il n'y a pas de standard. Nous, on a cherché, on n'a pas vraiment trouvé de standard en tant que tel. Il n'y a pas un NIS sur le sujet, il n'y a pas des bonnes pratiques d'hygiène de l'ANSSI sur le sujet. Donc, on a un peu fait notre propre standard. Donc, SPF, pour nous, c'est une bonne pratique. DMARC, c'est une bonne pratique. DKIM, c'est une bonne pratique si on parle de la messagerie. Maintenant, si des grands acteurs comme Yahoo ne l'utilisent pas, c'est pas parce qu'ils sont grands acteurs qu'ils doivent se passer d'appliquer ces bonnes pratiques. Enfin, ça nous semble être une bonne pratique. Donc, qu'est-ce qu'on note? J'ai commencé à en parler. Effectivement, on note des choses qui nous semblent, des contrôles qui nous semblent être les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Par exemple, là, je vous ai mis quelques détails sur la protection des noms de domaine et sur les contrôles qu'on réalise. Donc, ça va de la mise en place des DNSSEC, à la bonne utilisation des algos dans le DNSSEC, à la protection du registrar ou de la registrie, qui nous semblent être des bonnes pratiques. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on explique à chaque fois pourquoi, pour nous, on considère ça comme une bonne pratique. Si ce n'est pas mis en place, on donne quand même quelques guidelines à nos clients pour s'améliorer. Et puis, vous avez le résultat détaillé de chacun des contrôles. Donc là, on a pris C-Rating, par exemple. Vous avez les valeurs et le scoring associé à chaque contrôle. Donc finalement, à la suite de ça, quand vous avez ça, vous pouvez construire votre plan de rémédiation pour améliorer votre note assez facilement. Notre idée, et encore une fois depuis le départ, on aurait pu tester plein de choses. On aurait pu tester la mise en œuvre de certains processus ISO 27000 dans l'entreprise, etc. Notre volonté n'est pas d'aller dans ce niveau-là. Nous, ce qu'on regarde, c'est la finalité. C'est finalement, quand on met en place une infrastructure de messagerie, est-ce que les 4-5 points de contrôle en matière de cybersécurité ont été mis en œuvre? On ne cherche pas à savoir si... on ne s'est pas posé la question, en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on a réfléchi. On ne s'est pas dit, tiens, la messagerie, qu'est-ce qui pourrait améliorer sa disponibilité et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour s'assurer d'une bonne disponibilité de la messagerie. Pas parti de ce principe. Est-ce que vous testez la disponibilité de l'ensemble des gens que vous testez pour... Non, on ne va pas lancer des dénis de service sur ces gens-là. Simplement faire une requête, on ne sait pas, une requête par mois ou par jour ou comme un mode client normal. Non. C'est bien passé, je regarde. Non, après on les note tous les jours. À terme, on les notera tous les jours. Donc s'ils ne nous répondent pas à un moment donné, effectivement, on va voir qu'ils ne nous ont pas répondu et leur note va certainement non pas réduire, si on va considérer qu'il n'y a pas de réponse. Donc ce sera plutôt des critères non applicables. Maintenant, on n'est pas dans cette logique de monitorer finalement les ressources d'une entreprise. On est, on teste des choses qui nous semblent basiques, qui relèvent plutôt de l'hygiène, avec une méthode qui est effectivement plus pratique que théorique. Ça ne nous empêche pas, pour en revenir sur les critères de dispo, de tester s'il y a plusieurs MX, de tester s'il y a plusieurs serveurs DNS, etc. Mais notre logique n'a pas été partir des critères de sécurité pour construire ce référentiel-là.
pense que j'en ai déjà un peu parlé. Ce qu'on considère des événements, c'est effectivement toute cette vision que peuvent avoir les autres acteurs d'Internet vis-à-vis des ressources qu'on note. Et pour faire simple et court, enfin, je pense que vous connaissez tous, on va interroger des bases de threat intel qui référencent si les machines, les domaines, les hostnames contribuent à la propagation de spam, hébergent des malwares ou communiquent avec des botnets. Des commandes et contrôle. Vous en croisez plusieurs? Alors aujourd'hui, on utilise en production, il y a 2 sources de threat intel qui sont activées. On en a identifié une quinzaine qui sont en cours de mise en production, sachant qu'à terme, les 15 là dont je vous parle sont des flux de threat intel publics, et à terme, il y aura certainement aussi des flux de threat intel privés. Voilà, et à la fin, c'est ce qu'on obtient sur une organisation. Alors, c'est la vision de synthèse, évidemment. Vous avez, je vous l'ai montré tout à l'heure, tout un ensemble d'éléments détaillés. Mais vous avez une note. Alors, quand on aura un peu plus d'historique, vous aurez aussi une tendance sur l'année. Vous avez le nombre de ressources qu'on a identifiées comme appartenant à votre entreprise. Vous avez un trend, avec le trend également de votre secteur d'activité. Parce que d'abord, 50 sur 100, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et c'est là l'intérêt de la comparabilité. Si tous nos petits copains sont au-dessus, ben on n'est pas bon, il faut qu'on travaille. Si tous nos copains sont en dessous et qu'on est les meilleurs, ben voilà. Donc pour nous, c'est important d'apporter cette visibilité sur le positionnement dans le secteur d'activité. Vous retrouvez également avec des schémas de ce type-là. Et puis après, vous avez des métriques, effectivement, qui correspondent à des agrégats des contrôles qu'on a réalisés. Donc vous avez des éléments une note sur la protection de la messagerie, sur la protection des noms de domaine, sur la protection des sites internet, sur la protection contre le nid de service, etc. Ça pour la partie fact, et pour la partie event, vous avez ce même système d'agrégat. Donc vous avez quand même des choses sur lesquelles, il nous semble, vous pouvez vous appuyer, que tout le monde comprend, et même votre hiérarchie peut comprendre. On n'a pas besoin de parler d'APT ou d'Europe pour dire A c'est bien, F c'est pas bien. Il y a certaines choses qui sont indirectes, typiquement les protections contre le délit de service. Par contre, en général, ce qu'ils ont, c'est possibilité de faire un routage BGP chez un centre de nettoyage. C'est vrai. En cas d'attaque. En fait, pour détecter ça, sachant que normalement, c'est pas possible. On ne le détecte pas parce que c'est pas possible. Il y a des techniques qui sont un peu particulières, voilà. et très connues, et il faut avoir des accès, mais on n'a pas d'accès. Donc effectivement, il y a un certain nombre de choses, et notamment sur ce critère-là, où on sait qu'on n'est pas exhaustif. Là, on vient de finir notre expérimentation. On a eu beaucoup de retours sur cette catégorie-là, et on est en train de s'interroger sur est-ce qu'on garde des métriques qui ne sont pas forcément les plus représentatives, mais qui existent d'un point de vue amélioration de la culture cyber, ça pourrait être intéressant. Maintenant, est-ce que ça doit concourir à l'élaboration de la note? Peut-être pas, parce que pas assez représentatif. Il y a plusieurs moyens effectivement de se protéger contre les services, ce qu'on teste. Clairement, il n'y a pas l'exhaustivité. Si j'ai pas beaucoup d'argent et que je suis derrière un CDN, vous allez considérer que je suis protégé. Si j'ai beaucoup d'argent et que j'ai un service luxe qui fait du reroutage BGP, voilà. vous allez considérer que je ne suis pas protégé. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, on va certainement, enfin on est en train de réfléchir à ça, mais certainement, ça va, soit on va sortir ces éléments de l'élaboration de la note, parce qu'effectivement, c'est pas représentatif, soit on les enlève totalement. Vous faites des DDoS? Ouais, enfin, sans contrat, ça va être un peu compliqué. Déjà qu'on utilise sur les scans de port, hein, donc on n'en fait pas, mais alors si on commence à faire des DDoS, je pense que ça va être un peu plus... Et alors être client SideRating, ça coûte combien? Ça coûte pas cher. C'est-à-dire? Alors, on a un business model qui est lié au nombre de notes que vous achetez. Sachant que vous achetez un accès à une note pendant une année. Vous avez je sais pas, je vais prendre un exemple. Vous achetez la note de Total pour 1 an. Vous avez l'ensemble des éléments que je vous ai présentés dans les slides pendant 1 an, avec l'évolution, etc. Et après, il y a un prix qui dépend du nombre de notes que vous achetez à l'année. Donc, si vous achetez une... C'est le nombre d'entreprises, c'est ça?
c'est le nom de l'entreprise. Donc si vous achetez une note, c'est quelques milliers d'euros. Si vous achetez 100 000 notes, on est à moins de 300, 400 euros la note. Voilà. L'idée, c'est vraiment pas cher. Enfin, de ma propre petite fenêtre, je trouve ça pas cher. C'est l'entrepreneur qui parle. Ah, en même temps, il y a beaucoup quand tu parles d'entrepreneurs, il y a beaucoup de startups qui viennent nous voir en disant voilà, on se fait auditer par des cabinets d'audit, des Deloitte, des Price, etc., à 2000, 2005, 3000 la journée pour évaluer notre cybersécurité. Et en fait, on est un peu impuissant et on subit beaucoup ça. Donc, ils aiment bien avoir des notes pour dire bah voilà. Je pense qu'il me reste plus beaucoup de temps, mais 2 minutes. ouais, voilà, juste finir sur un point. Ce que je disais, de toute façon, on est tous notés. Donc, qu'on le veuille ou non, on est déjà tous notés par les Américains. Voilà, si Fitch a été créé en termes d'agence de notation européenne sur la partie financière, c'est qu'il y a des intérêts. Si on laisse contrôler l'image, que ce soit financière ou en matière de cybersécurité, par des grandes puissances comme les États-Unis, ok, on taxe, je pense qu'on va avoir un peu mal. Donc voilà, l'idée derrière ces ratings, c'est d'apporter une alternative européenne. Et on n'est pas là en train de dire que parce qu'on est européen, on est mieux qu'eux. On essaie d'être plus transparent, d'être plus accessible par tout le monde. Voilà, il y a encore plein de choses à faire et l'histoire ne fait que commencer en Europe. Toujours est-il qu'on est quand même assez persuadé que quoi qu'il en soit, bah, ça favorisera les organisations à améliorer leur cybersécurité. Et puis, comme je l'ai dit au cours de la présentation, effectivement, on est aujourd'hui sur une approche non intrusive. Et je pense que ça peut être pas mal aussi pour noter nos tiers, parce que ça représente quand même un point important dans le système d'information à l'heure où on est hyper interconnecté avec tout le monde. Voilà. Bon, si vous avez d'autres questions, parce que je pense que le temps est compté, mais si vous avez d'autres questions, je serais heureux de discuter avec vous par la suite. Est-ce qu'il y a un système de opt-out? Il y en a un, on l'a prévu. C'est-à-dire que vous pouvez nous appeler en nous disant « je ne veux pas être noté par C-Rating ». Et on vous enlève. Alors on vous enlève. Ça ne nous empêche pas de vous noter, mais on ne revend pas votre note à qui que ce soit. Voilà, après c'est un process, j'allais dire irréversible, c'est pas vraiment le bon terme, mais voilà, on rentre dans un process où pour réobtenir sa note, après c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais effectivement, on a bien prévu cette fonctionnalité qui est de dire bah, je ne veux pas être noté par C-Rating, donc on vendra cette note à personne. Merci de votre présentation. Merci à vous.